So what are your thoughts, Ray? I'm really excited, and I can't wait to see Allison come down the aisle. On était très heureux. Mon mariage à Porto Rico était un moment magique. La cérémonie a eu lieu dans la ville d'Isabela, juste au bord de la mer. Mon frère et moi, on tient ça de nos parents. Ce respect et cet amour pour Porto Rico. Et il tenait vraiment à honorer ça. I want to welcome you here today. Por parte de las familias de Allison y Ray. Ce mariage magnifique de conte de fées n'était qu'un début. No matter what, Allison, I love you forever. Ray, take this ring as a sign of my love and fidelity. C'était un des moments les plus heureux pour notre famille, les Rivera. And I present to you Ray and Allison Rivera. Je ne sais pas pourquoi il a disparu. On m'a dit qu'il s'était suicidé. Mais il est sorti de la maison en courant comme s'il était en retard. C'est irréel. Oh, il est 6h30, je vais aller sauter d'un immeuble. Je répétais sans cesse qu'il s'était passé quelque chose d'autre. Je pense qu'il a découvert quelque chose qu'il n'aurait jamais dû découvrir. Mais il ne s'est pas suicidé. Et j'espère de tout mon cœur que quelqu'un connaît la vérité. Ray mesurait 1,95 m pour 105 kg. Il jouait au water-polo. Il avait les épaules larges et la taille fine. Et il avait un sourire magnifique qui illuminait la pièce. La famille était quelque chose de très important pour Ray. Mon père était militaire, on a grandi sur des bases de l'aviation. On déménageait souvent et ça nous rapprochait, parce qu'on se faisait que des amis temporaires. La famille était notre seule constante. Il était heureux, il nous faisait toujours rire. Il savait toujours trouver de l'humour dans chaque situation. Il avait un grand sens de l'humour, toujours très bienveillant. Et cette énergie qui rassemblait les gens autour de lui. Il rêvait de devenir scénariste et réalisateur. Le cinéma représentait tout pour lui. On vivait dans le sud de la Californie. Mais ses scénarios et ses projets ne lui rapportaient pas d'argent. Alors, il s'est adressé à un ami de Baltimore, Porter Stansberry. Ils étaient amis depuis le lycée. Ils avaient fait du water-polo ensemble et étaient restés très bons amis. Porter pesait lourd dans la finance. Il avait une société, Stansberry Associates, qui publiait des lettres d'information. Depuis des années, Porter demandait à Ray de venir écrire pour lui. Et même si Ray ne connaissait rien au monde de la finance, Porter insistait. Il voulait vraiment travailler avec son ami. Ray a donc accepté d'aller écrire des lettres d'information financière à Baltimore. On s'est installé à Baltimore où on ne connaissait personne d'autre que Porter. On s'est engagé à passer 2 ans là-bas,
dans ce nouvel État. On s'y est installé en décembre 2004. On a trouvé une magnifique maison et une église, une communauté. On était très heureux. Le 16 mai 2006, j'avais un voyage d'affaires. Ce matin-là, j'étais un peu fatiguée, j'avais 3 heures de route. Ray s'est levé avec moi et m'a préparé le petit déjeuner. C'était une très belle matinée. Je lui ai dit « Je t'aime de tout mon cœur ». Il m'a répondu « Merci de m'aimer autant ». Il a descendu ma valise, l'a chargée dans la voiture pour moi et je suis partie. J'ai terminé ma journée vers 18h30. Je me suis installée à l'hôtel et je l'ai appelé. Mais il n'a pas répondu. J'ai trouvé ça très bizarre. Une amie logeait à la maison, Claudia, une collègue. Je lui ai téléphoné ce soir-là et elle m'a dit qu'elle avait entendu le téléphone sonner vers 18h30, que Ray avait répondu et qu'il était sorti de la maison en courant. Elle a dit « Je vais voir s'il est rentré ». Elle a fait le tour de la maison, tout était allumé. Elle m'a dit « Il n'est pas là ». Puis, elle m'a rappelé le lendemain matin, à 5h30. Elle m'a dit « Il n'est pas là ». Je ne suis pas du genre à paniquer, mais vraiment, quelque chose n'allait pas. Je lui ai dit « Je vais rentrer ». Sur la route, j'ai appelé tout le monde. À cette époque, on vivait à Porto Rico. Le téléphone a sonné. C'était Allison. Elle m'appelait toujours Mama. Elle m'a dit « Mama, Ray est introuvable ». Je lui ai demandé « Tu lui as parlé ?» Elle a répondu « Non ». Puis j'ai téléphoné à Angel, le frère de Ray. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Il n'était pas du genre à disparaître. Et puis passer autant de temps loin de sa femme sans lui donner de nouvelles, ça ne lui ressemblait pas. Vers 13-14 heures, j'ai pris un vol d'Orlando à Baltimore. Je suis arrivée à la maison. Sa voiture n'y était pas. Je suis entrée dans la cuisine. Il y avait une canette de soda ouverte, un paquet de chips et son appareil dentaire. J'ai couru à l'étage. La lumière de la chambre et du bureau était allumée. Il n'était pas là. L'avion d'Angel a atterri à 19h. Claudia est retournée à New York et tous nos amis sont venus. Puis Maria, sa mère, est arrivée. Mes parents aussi, le lendemain. J'ai dégagé le salon pour en faire un espace de recherche. Où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Tiens, sa plaque d'immatriculation. J'appelais les hôpitaux pour savoir s'ils avaient un inconnu. Porter a offert une récompense de $1000 parce qu'il était très ami avec Ray. Il a réussi à attirer les médias et à faire parler de sa disparition. On essayait de penser à des endroits où il aurait pu être vu. Des cafés, des restaurants, ce genre d'endroits. On espérait que quelqu'un ait pu l'apercevoir. Mais ça n'a rien donné. Ses cartes bancaires n'avaient pas été utilisées. Son téléphone était éteint et aucun retrait d'espèces sur nos comptes. Rien.
Et pendant tout ce temps, je ne réalisais pas que tout ça était réel. On commençait à avoir très peur, mais on devait rester fort devant les autres, ne pas perdre espoir, combattre les pensées négatives. En tout cas, j'essayais. Mais l'ambiance était étouffante. Où était Ray? Où est-ce qu'il pouvait être? Family and friends say Rivera left the house in a hurry, as if he was late for an appointment. For the 11 News I-Team, I'm Jane Miller. Je me suis intéressée à Ray Rivera parce qu'il me semblait très inhabituel qu'un homme qui avait 32 ans à cette époque, qui était très apprécié et dont rien n'indiquait qu'il puisse fuir ou craindre quoi que ce soit, ait pu disparaître si subitement. Baltimore City Police are searching for a missing 32-year-old man. Anyone with information should call Baltimore City Police at 443. Ça faisait 6 jours qu'il avait disparu. Je suis rentrée chez moi après une journée de recherche. Mes parents faisaient le tour des parkings à la recherche de sa voiture. Ma mère a repéré un parking. Mon père conduisait et elle inspectait les alentours. Elle lui a dit « Tom, c'est sa voiture ». Papa a dit « Mais non ». Elle a répété « Tom, c'est sa voiture ». The search took a turn last night when Rivera's car was found behind a building on St. Paul Street. C'est ici que mes parents ont retrouvé la voiture, sur la place numéro 7. Je suis arrivée sur place 10 minutes plus tard. La police était déjà là. Il y avait des journalistes partout. Il y avait une amende sur le pare-brise de la voiture. Le gardien du parking nous a dit que la voiture devait être garée là depuis le soir de la disparition de Ray. Il avait vu la voiture à son arrivée au travail le lendemain matin. Ça faisait 6 jours qu'il avait disparu et la voiture se trouvait à cet endroit depuis précisément 6 jours. J'ai scruté les alentours, tous ces immeubles. Je me demandais, pourquoi tu es venu ici? Qu'est-ce que tu es venu y faire? Pourquoi? La découverte de la voiture a fait bondir l'intérêt autour de cette affaire. Il tenait enfin un indice. Elle a été retrouvée dans un parking près du Belvédère, un ancien hôtel reconverti en immeuble résidentiel. C'était également le quartier de la société pour laquelle il travaillait, Stansberry. Il n'y avait donc rien d'inhabituel à ce qu'il connaisse ce quartier. Mais le mystère demeurait entier. Où était-il? Sa voiture est là. Que lui est-il arrivé? Ça commençait un peu à sentir... l'entourloupe. His cell phone was missing. Was his cell phone recovered in the truck or no? No, there's nothing in the truck. Nothing of evidentiary value in the truck. There's nothing to indicate a theft of the vehicle. There is nothing that we've uncovered in his background up to this point that gives a logical reason for him just to disappear. Down the block, about like 10 blocks, talking to a bunch of local businesses. A couple of people said they knew him. Après la découverte de la voiture, ses proches ont commencé à organiser des recherches dans la zone autour du parking. Puis, l'enquête a fait un bond. Quelqu'un avait découvert un trou dans le toit du Belvédère. 3 collègues de Ray se sont rendus sur le toit du parking qui jouxte le Belvédère. En regardant par-dessus la rambarde, ils ont repéré une paire de tongs sur le toit en contrebas, à proximité d'un trou. La seule façon de voir ce trou était de se trouver sur le toit du Belvédère ou en haut du parking. On aurait dit un simple point noir,
sur ce toit blanc. Ce n'était pas un grand trou. On pouvait le confondre avec une infiltration due à la pluie. Les 3 amis qui avaient découvert le trou ont appelé la police. À leur arrivée, les enquêteurs ont demandé à parler au gérant. « Gary, vous pouvez nous ouvrir cette porte ?» Il y avait à cet endroit une vieille salle de squash et de conférences. La plupart des gens ignoraient certainement son existence. J'ai ouvert la porte et j'ai été frappé par une odeur nauséabonde. C'était un cadavre. Du sang avait coulé sur un mur et ses jambes étaient orientées vers la porte. J'ai levé la tête et on voyait le ciel. C'était un toit métallique. Il avait brisé la tôle et traversé le toit. Aujourd'hui encore, quand j'ouvre une porte, il m'arrive de revoir ce corps. J'espère ne jamais avoir à revivre ça. On a reçu un appel nous demandant de nous rendre au commissariat de Baltimore. Et ça a été le trajet le plus long et le plus silencieux de toute ma vie. Un homme était assis à son bureau. Il m'a demandé « Vous voulez boire quelque chose ?» Et il m'a offert de l'eau dans une tasse à café. Et ils nous ont confirmé que le corps qu'ils avaient retrouvé était celui de Ray. Mes mains tremblaient. J'ai renversé de l'eau. Je ne pouvais pas tenir la tasse. Je tremblais trop. Je me suis assise et j'ai hurlé. C'était très angoissant, déchirant. C'était mon petit frère. Et je me souviens que tout le monde s'est mis à pleurer. Mon Dieu. On essayait de se soutenir, on se prenait dans nos bras. C'est là qu'on a vraiment pris conscience de la situation. On ne s'est interrogé sur le qui, quoi, comment, que plus tard, quand on est retourné chez Allison et Ray. Je les attendais chez eux. Et quand ils sont entrés, j'ai compris que... Oui. J'ai regardé Allison. Elle pleurait. Elle pleurait à chaudes larmes. Elle pleurait à chaudes larmes. Et je l'ai prise dans mes bras. Ici, on disait souvent, on se retrouve au Belvédère. C'était le point de rendez-vous le plus prisé du sud de Baltimore. Un très bel hôtel, très agréable. C'est ici que les gens importants descendaient. J'y ai passé 30 ans de ma vie. Au départ, j'étais plongeur. Je gagnais $2 de l'heure. Mais à la fin de ma carrière, j'étais devenu gérant de l'hôtel. J'y ai beaucoup de bons souvenirs, énormément. Mais Ray Rivera, ce n'est pas un bon souvenir du tout. On nous a appelés le 24 mai pour nous signaler un corps retrouvé au Belvédère. Et on s'est tout de suite rendu dans la pièce où il avait été découvert. Il était allongé sur le ventre, en état de décomposition avancée. Il avait disparu depuis 8 jours.
C'était très compliqué. La décomposition avait détruit la plupart des preuves qu'on aurait trouvées si le corps avait été découvert tout de suite. Les poumons perforés, des lacérations profondes de 20 cm, des fractures crâniennes. La jambe droite était fracturée en 2 endroits, au point que l'os avait traversé la peau. Au vu de ces blessures, il semblait être tombé de très haut quand il a traversé ce toit. Le trou était assez net et pas si grand. J'aurais pu passer à travers avec assez peu de marge. Ça vous donne une idée de sa taille, ce n'était pas une grande brèche. Il a traversé le toit à la verticale comme une balle. La grande question était la suivante. D'où était-il tombé? Comment avait-il fait ce trou? La première théorie, c'est qu'il avait sauté et était tombé. Et la seconde, qu'il avait été poussé du toit supérieur, puis avait traversé le toit inférieur, 10 ou 11 étages plus bas. Le toit de l'hôtel fait une douzaine de mètres de large d'un bout à l'autre. Et il y a des cheminées, des climatiseurs, tout un tas de structures. Le trou se trouvait assez loin. Il y avait plus de 13 mètres entre le toit du belvédère et l'emplacement du trou. Même en prenant de l'élan pour sauter, atterrir à cet endroit, d'après moi, c'est quasiment impossible. Il était grand, en bonne forme physique, mais il était en tongs. L'emplacement du trou, ça n'avait aucun sens. Je suis montée l'inspecter avec mon père. Je souffre de vertige, et c'était aussi le cas de Ray. Et sur ce toit, j'étais absolument terrifiée parce qu'il n'y a pas de rambarde. C'est vraiment très abrupt. Je ne voyais pas pourquoi il serait monté là-haut. Tout ça ne présageait rien de bon. Le toit, l'emplacement du trou, je ne croyais pas que Ray ait pu sauter de ce toit. On est ensuite allé inspecter le parking adjacent à l'hôtel. Depuis le toit du parking, le trou était trop loin. Il aurait dû sauter très loin pour atteindre l'endroit où il y avait le trou. Le parking n'est qu'à 3,50 m de haut. Une chute à laquelle il est possible de survivre, même en traversant le toit. Mais le corps portait des traces de blessures très violentes. Alors, on a vite écarté cette hypothèse. Autre possibilité, il serait tombé du 11e étage. Des corniches font tout le tour de l'immeuble. De là, c'était possible. Mais pour atteindre ces corniches, il faut passer par une propriété privée. Un bureau, une chambre, un appartement. Aucun couloir ne donne sur les corniches. Et les fenêtres sont très petites et s'ouvrent à peine. Ces corniches ne sont pas très larges. Ce sont des corniches sur un très vieil immeuble, avec des ornements. Il faudrait être très agile pour les arpenter sans tomber de l'immeuble. Ce trou demeure un mystère. De quel endroit de l'immeuble a-t-il pu tomber? En inspectant les alentours du trou, sur le toit, on a trouvé son téléphone. Il était en parfait état de marche. Voici le téléphone qu'on a retrouvé sur le toit. L'écran est toujours intact, ce qui me paraît très étrange. Je n'oublierai jamais ce téléphone portable. Un téléphone qui tombe de 3 étages, je vous garantis qu'il se casse.
même depuis le toit du parking. On a retrouvé ses lunettes, qui n'avaient pas la moindre rayure. Ses blessures étaient très graves, mortelles. C'est très étrange que lorsqu'il a traversé ce toit, son téléphone et ses lunettes aient résisté à l'impact. Étrange. Aucun de ces objets n'était endommagé, malgré l'état du corps. On a retrouvé ces tongs sur le toit. L'une des deux était cassée. Ce sont ces tongs qu'on a retrouvés sur le toit. Elles portent encore des traces. Elles ont été traînées. Celle-ci est cassée. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça a pu arriver. Ses tongs, son téléphone, ses lunettes, tout ça m'avait l'air mis en scène. Une question se posait. Ces objets sont-ils tombés avec lui ou quelqu'un les a-t-il posés là après les faits? On n'a pas retrouvé la pince à billets que je lui avais offerte pour notre mariage, avec ses initiales RR gravées dessus. Il s'en servait pour ses papiers, son argent, ses cartes. Il l'adorait. C'était un peu son objet fétiche. On ne l'a jamais retrouvé. Quand la police m'a rendu sa voiture, j'ai cherché partout sa pince à billets, à l'intérieur. Il me semblait vraiment très étrange qu'elle ait pu disparaître. On ne peut s'empêcher de penser, s'il est tombé de cet immeuble, il y a forcément un témoin. Peu de temps après la découverte du corps de Ray, j'ai arpenté tout l'hôtel. J'ai interrogé tout le monde, avec toujours les mêmes questions. L'avez-vous vu? Avez-vous entendu quelque chose? Ça s'est passé dans un immeuble public, un restaurant fréquenté. Le quartier de Mount Vernon est fringant. Ça grouille de gens partout. Et là, un type tombe du ciel, atterrit dans une salle de conférence, et personne ne sait rien? Il y a des fenêtres sur toute la façade et personne n'est venu dire « J'ai vu ou entendu quelque chose d'étrange ». Non, on aurait dit que personne n'avait rien remarqué. Mon frère n'a pas pu entrer dans l'hôtel Belvédère, traverser le hall et monter comme ça, au dernier étage. J'y suis allé, j'ai traversé ce hall. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, simplement par hasard. Il faut passer par un escalier à l'arrière, qui est verrouillé la plupart du temps, fermé aux clients, puis ensuite naviguer dans une espèce de labyrinthe. Et enfin, franchir une porte souvent fermée à clé pour accéder au toit. On n'y arrive pas par hasard, il faut connaître le chemin. Au début de l'enquête, j'ai essayé de déterminer si M. Rivera était entré dans l'hôtel. J'ai consulté les images de surveillance. Il n'y apparaît à aucun moment. La caméra du toit ne fonctionnait pas. Elle était débranchée. C'est impossible. Il n'y a aucune image de la nuit où Ray est censé avoir traversé l'hôtel? Pas une vidéo? Ça commençait à faire beaucoup d'impasses dans cette enquête. Personne n'a pu nous confirmer la présence de Ray dans cet immeuble. Personne ne l'a vu ce soir-là. Pas de témoins, pas d'appels, pas d'informateurs. On n'avait rien. Here's a look at the morning's top stories. Baltimore police say Ray Rivera jumped from the roof of the Belvedere and crashed through a lower roof. Pendant une dizaine de jours, l'affaire a fait les gros titres à Baltimore. Puis, on a annoncé qu'il s'agissait d'un suicide et l'intérêt s'est estompé. Au vu de la trajectoire du saut, la police a penché pour le suicide.
The circumstances, the evidence, the hard evidence that we have really point to this probably being a suicide. Mais il n'y avait pas beaucoup de preuves. On ne lui a pas tiré dessus, pas poignardé. Il n'a pas été battu, ni étranglé. Il est tombé d'un immeuble et a atterri dans un trou. On ne pouvait rien dire de plus. Ray s'était suicidé. C'était la version de la police. Ça a été un coup très dur. Ils ne connaissaient pas Ray, mon frère. À l'évidence, ils ne nous écoutaient pas. On leur disait qu'ils n'avaient pas de problème psychologique, qu'ils ne prenaient pas d'antidépresseurs ni de médicaments. Ces analyses de sang l'ont bien montré. Ils ne prenaient pas de drogue non plus. Il n'y avait aucune raison qu'ils privilégient cette hypothèse. Un grand costaud tombé d'un immeuble. Pour eux, il avait sauté. Et moi, en plein deuil, je refusais de croire que mon mari ait pu se suicider. Il venait de se marier. Rien n'indiquait qu'il soit en souffrance. Chez les gens qui se suicident, on trouve souvent des signes avant-coureurs. Mais rien de tout ça chez mon frère. Sauter d'un toit, ça ne lui ressemblait pas. Surtout pas à cette période de notre vie. Il était très enthousiaste. Il voulait à tout prix un bébé, qu'on forme une famille. Personne n'accepte l'idée du suicide. Mais dans ce cas, précisément, ça ne semblait pas coller. Parce qu'il n'y avait aucune preuve, nulle part, qu'il ait voulu mettre fin à ses jours. Pour tirer ça au clair, j'ai demandé à parler au médecin qui avait fait son autopsie. J'avais beaucoup de questions sur la mort de Ray. Beaucoup d'inconnus. Je l'ai rencontrée. Elle a fermé la porte et m'a dit « Je sais ce qu'ils essayent de faire. On ne va pas clore cette affaire. » Son rapport disait que les fractures sur ses tibias ne correspondaient pas à une telle chute. Et rien d'autre. Aucune explication sur la cause de ces fractures, seulement que ça ne correspondait pas. Au vu des doutes quant à la façon dont Ray a traversé le toit et aux circonstances très inhabituelles, le médecin légiste a déclaré la cause de la mort indéterminée. Ce qu'un médecin légiste entend par cause de la mort indéterminée, c'est qu'il n'a pas assez d'informations pour conclure si la personne s'est bel et bien suicidée ou si elle a été assassinée. Il est donc impossible de clore l'affaire. Quand Ray a disparu, j'ai fouillé toute la maison. Je cherchais des indices pour comprendre où il pouvait être. Et en fouillant le bureau, on a trouvé une note derrière l'ordinateur. Il y a souvent une note en cas de suicide. La plupart des gens qui pensent au suicide ne veulent pas laisser leur famille dans le flou. Ils veulent en expliquer la raison. La note était à peu près de cette taille-là. C'était écrit vraiment tout petit. Je sais qu'il l'a écrite le jour de sa disparition, parce qu'il y en avait des morceaux dans la corbeille. Elle commençait par « Chers frères et sœurs ». Chers frères et sœurs, de nos jours, dans le monde entier, des volcans entrent en éruption. Quelle vision magnifique. Ce que la vertu réunit, la mort ne les séparera pas. C'était une lettre très inhabituelle. Elle portait beaucoup de noms, des stars de cinéma, des membres de sa famille. Une longue liste de gens qu'il connaissait. Mais il manquait des gens importants, c'était bizarre. Des titres de films qui l'avaient beaucoup marqué.
Je connaissais tous ces films, mais ce qui était surprenant, c'était le format de cette liste et la raison pour laquelle il les avait réunis ici. Je suis conscient du but et de la valeur de nos secrets. C'est pour cela même que je leur accorde tant d'importance. C'était très étrange. Alors j'ai pris la première phrase et je l'ai entrée dans Google. Elle renvoyait vers un site franc-maçon. Les sociétés secrètes, les francs-maçons, ces sujets l'intéressaient. Peut-être qu'il faisait des recherches pour un de ces scénarios. Cette lettre était très énigmatique. C'était comme lire dans du marc de café. D'ailleurs, un de mes consultants sur cette affaire a suggéré qu'elle était peut-être écrite en code. C'était une belle partie. Félicitations à tous les participants. Ray était un auteur prolifique qui écrivait sur tout type de sujet, partout. Il écrivait beaucoup de choses qui lui passaient par la tête. Un numéro de téléphone, une réflexion philosophique sur la couleur bleue du ciel, du travail. Il remplissait des blocs-notes avec ce genre de choses, sans aucun lien entre elles. La vie est un test à qui saura contrôler son esprit. Soyez prudents et profitez de la fête. Je ne savais pas quoi faire. Je l'ai remise à la police. On a envoyé cette note au labo du FBI. Leur conclusion, des écrits inhabituels, mais pas une lettre de suicide. Je déteste cette note. Je ne la comprends pas, mais je sais pertinemment que ce n'est pas une lettre de suicide. Un autre détail est intéressant dans cette affaire. Nous savons que le jour de sa disparition, Ray avait l'air très pressé. Il a quitté la maison en trombe, il s'est garé à la hâte, il n'avait pas grand-chose sur lui, et quoi qu'il soit allé faire au Belvedere Hotel, c'était dans la précipitation. C'est dans cette chambre que logeait Claudia, ma collègue. Elle était là. Et elle a entendu sonner le téléphone de Ray. Il était dans son bureau. Il a dévalé les escaliers et il est parti en urgence. Based on what we're hearing from that friend of the wife, it was a brief conversation concluded with an exclamation of, oh, like a surprise type of response. Il travaillait à la maison. Il a reçu un appel et il est parti sur les chapeaux de roue. La police a retracé l'appel et découvert qu'il venait de Stansbury Associates, où travaillait Ray. Mais impossible de savoir qui l'a appelé. L'appel est passé par le standard et on n'a pas pu déterminer depuis quelle ligne. Cet appel est très important. Il a semblé le prendre par surprise et il est parti presque paniqué. La société pour laquelle il travaillait, Stansbury, dès la découverte du corps et le début de l'enquête, a imposé le silence à tous ses employés. Tous les collègues de Ray que j'aurais voulu interroger ont reçu l'ordre par les avocats de la compagnie de ne pas me répondre. Quelques heures à peine après la découverte de son corps, son ami Porter Stansbury et tous ses associés se retranchaient derrière leurs avocats. Dans ce genre d'affaires, on a besoin d'un grand jury pour contraindre les gens à témoigner, à faire des dépositions. Mais en tant que simple enquêteur, je n'ai pas le pouvoir d'obliger quelqu'un à me parler. Et le meilleur ami de Ray, Porter Stansbury, ne nous parlait pas. Il ne répondait même pas à nos appels. Et avec mon expérience, je peux vous dire que j'ai trouvé ça très suspect. Porter et Ray étaient très amis depuis très longtemps.
Ils se connaissaient depuis leurs 15 ans. Ils étaient très proches. Ils étaient dans la même équipe de natation et de water-polo. Ils étaient au bal de fin d'études ensemble. Je suis en colère. On s'était installé ici pour lui. Et Porter refusait de parler à la police. Je commençais à trouver ça très étrange. Quand Ray a disparu, il travaillait en tant que vidéaste freelance pour Stansberry Associates. Il réalisait des documentaires ou des vidéos de leurs conférences. Avant ça, il travaillait sur une lettre d'information qui donnait des conseils pour acheter des actions mal en point, en faisant le pari qu'elles reprendraient de la valeur dans l'avenir. Avant que Ray ne vienne travailler avec Porter, Stansberry avait parlé d'un investisseur un peu louche qui conseillait l'achat d'actions d'une société russe censée découvrir de l'uranium. Le conseil n'a pas porté ses fruits et les investisseurs se sont plaints. L'autorité des marchés financiers a porté plainte contre Stansberry et les a condamnés à une amende de plus d'1 million de dollars. Stansberry a objecté que le premier amendement les autorisait à donner ses conseils. Mais ces conseils se sont révélés frauduleux. À son arrivée, Ray a été chargé de s'occuper de ce scandale et de laver en quelque sorte la réputation de Porter. Il écrivait aussi des lettres d'information financière. 2 semaines avant sa mort, quelque chose le préoccupait. À l'époque, je n'y ai pas prêté attention. Mais le lundi avant sa disparition, l'alarme s'est déclenchée. Vers 1h du matin. C'était la première fois que ça arrivait. Elle est située juste à côté de la fenêtre de notre chambre. J'ai descendu l'escalier et Ray est arrivé en courant avec une grande batte. Il y avait de la peur dans son regard. Ça m'a terrifiée. Cet homme n'avait jamais peur de rien. J'ai contacté la police, qui a dit que c'était un écureuil. Puis, le jeudi suivant, à 1h du matin, elle s'est de nouveau déclenchée. C'était cette fenêtre. Ces buissons n'étaient pas là. On pouvait s'avancer jusqu'aux fenêtres avec leurs moustiquaires. Quelqu'un a essayé de forcer cette fenêtre. Quelqu'un a tenté d'entrer dans la maison. Et je pense que c'est lié à sa mort, parce que 24 heures plus tard, il disparaissait pour toujours. Je pense que quelque chose de louche est arrivé à Ray. Quelqu'un s'en est pris à lui et lui a fait quelque chose de terrible. Je pense que Ray détenait des informations. Il est peut-être tombé dessus sans s'en rendre compte, sans en imaginer les conséquences. Je pense qu'il a été assassiné. Mais une question me hante. Quel genre d'informations a-t-il pu découvrir pour que quelqu'un le tue? Je me dis que ça doit être une affaire d'argent. Les publications de Ray ont été interrompues. Quelqu'un a perdu beaucoup d'argent. On le sait, les gens peuvent faire des choses atroces lorsqu'il est question d'argent. On a envisagé beaucoup d'hypothèses. A-t-il été poussé? L'a-t-on forcé à sauter? Une arme sur la tempe? A-t-il agi suite à un pari avec quelqu'un? Comme une sorte de jeu? La version du suicide ne m'a jamais convaincue. Il me semble qu'il y a quelque chose de bien plus sombre. Et certaines personnes semblent avoir tout intérêt à ce que la vérité soit tue.
Quand j'ai rencontré Allison, la femme de Ray, je l'ai prévenue qu'elle devait être prudente. Elle travaillait au moins aussi dur que moi sur cette enquête. Elle était farouchement décidée à mettre son nez partout. La société, les amis de Ray, partout. Elle avait peur de ce qui avait pu lui arriver et elle devait faire attention lorsqu'elle s'adressait à quelqu'un, à quel moment et dans quel contexte. Elle devait être très prudente. Je devais être le seul de la section criminelle à ne pas croire à la thèse du suicide. Et je pense qu'il y avait de quoi ouvrir une enquête pour meurtre. Mais malheureusement, après 3 semaines d'enquête, j'ai été muté au FBI à la sécurité urbaine. J'ai dû abandonner cette affaire. La semaine où je suis rentrée de son enterrement, j'ai appelé l'inspecteur Bayer, qui m'a appris qu'il avait été démis de l'affaire. « Je ne suis plus votre enquêteur en chef. »« Mais vous êtes encore sur l'affaire ?»« Non. » C'était très frustrant. J'étais en colère. Plus tard, j'ai appelé le commissariat pour avoir des nouvelles de l'enquête. Ils m'ont dit « Faites-vous à l'idée, votre mari s'est suicidé. » J'étais folle de rage. Je leur ai dit « Je me ferai à l'idée quand vous me montrerez des preuves que c'est ce qui s'est passé. » J'en parlais encore à un policier il y a peu. C'est un suicide. Officiellement, pour la police de Baltimore, Ray s'est suicidé. Le fait que la légiste ait qualifié la cause de la mort d'indéterminée est un élément clé de cette enquête. Il n'y a toujours pas de conclusion claire. Beaucoup d'affaires restent non résolues, mais celle-ci est particulièrement frappante. Pour résoudre cette affaire, il va falloir que quelqu'un parle. Quelqu'un qui connaissait Ray, qui puisse parler de cet appel. Un collègue de Ray va devoir sortir du bois et donner à la police un élément sur lequel travailler. Quand on perd quelqu'un, on est d'abord très entouré, et puis on se retrouve seul, à devoir comprendre et organiser la nouvelle vie qui vient. J'avais tout en arrivant dans cette ville. Et j'en suis repartie sans rien. J'ai dit à ma mère, « Je sais que Dieu ne nous donne que ce qu'on peut supporter. Mais là, je ne sais pas comment faire. Mais je sais que Ray continue de me donner de la force. Je la sens tout autour de moi, qui me protège. » Quand quelqu'un qu'on aime tellement, quelqu'un de si jeune, qui a la vie devant lui, meurt, une part de vous meurt avec lui. Accepter la mort de Ray a été l'épreuve la plus difficile à laquelle j'ai été confronté dans ma vie. Clairement. On n'est plus la même famille. La douleur est toujours vive. Elle continue de paralyser nos émotions les uns pour les autres, en tant que famille. On a poursuivi nos vies. J'ai eu 2 enfants, ma sœur aussi. Ça devrait être du bonheur, et il y en a. Mais à côté de ça, je pense à tonton Ray. Il nous manque pour tout. Je n'ai pu revisionner la vidéo de notre mariage que 6 ans après sa mort. Je regardais des photos de lui, mais le voir bouger, ça rend sa présence plus réelle. Pardon. No matter what, Allison, I love you forever.
Dans toute cette tristesse, une magie perdure, tout l'amour qu'on a partagé. Je l'aimais plus que tout au monde.